C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur, ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Et Jean-Marie, nous recevons ensemble donc Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et réalisateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous revenez d'Ukraine où vous tournez un deuxième film. Nous allons évidemment en parler, ainsi que de la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Mais tout d'abord, je voudrais interroger l'observateur que vous êtes sur la notion de courage, celui des peuples. À l'heure où la Chine et la Russie veulent nous faire croire que la démocratie est en déclin et que notre modèle s'effondre, les Chinois se rebellent contre la politique zéro Covid, les Iraniennes déchirent leur voile et les Ukrainiens se battent, et vous en savez quelque chose, et résistent au point de mettre en déroute l'armée de Vladimir Poutine. Donc encore et toujours, les peuples font l'histoire ? Et les Russes se réveillent peut-être aussi, les mères de soldats russes qui aussi se font entendre. Donc, les peuples font l'histoire. Deux, la flamme de l'humain ne s'éteint jamais, même sous les pires dictatures. Et trois, on est toujours surpris par ces moments où on croit que tout est perdu. On croit que la poigne de fer des dictateurs est totale. Et puis voilà, une jeune femme qui décide de ne plus mourir parce qu'elle se met du rouge à lèvres, des Ukrainiens qui décident de rester fiers, et des Chinois qui bravent qu'on confonde la santé et l'ordre orwellien, et puis l'histoire repart. Peut-être Jean-Marie ? Non, mais l'histoire repart, mais il y a aussi chez nous, enfin en Occident et particulièrement en France, l'idée qu'au fond, les libertés, c'est quelque chose qui nous est réservé au fond, qui est dans notre culture, mais qu'on ne peut pas transposer, qu'on ne peut pas exporter. C'est une querelle qui est vieille comme la Révolution française, mais qui est toujours actuelle, et on s'aperçoit que non, l'aspiration à la liberté, elle est malgré tout partout, y compris en Russie, y compris en Chine. La Révolution française, précisément, pensait qu'elle était universelle, cette aspiration à la liberté. C'est un des grands messages de la Déclaration des droits de l'homme et des révolutionnaires, dans toutes les périodes de la Révolution d'ailleurs, que la liberté n'a pas de frontières, qu'il n'y a pas de peuple où elle soit interdite, qu'elle n'est pas... que même si l'idée de démocratie a un lieu de naissance, elle est néanmoins universalisable. C'est ça le pari de la Révolution française. Et aujourd'hui, on est en régression par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai 20 ans, j'entends dire « ne rêvez pas, la démocratie c'est difficile », ce qui est vrai, mais c'est aussi impossible, ce qui est faux. Voilà. Et la réelle politique, au fond, le souverainisme, qu'est-ce que c'est d'autre que cette idée que le principe qui gouverne le droit et qui gouverne la satisfaction des aspirations des peuples, c'est les frontières. Voilà. Il y a des frontières au-delà desquelles le ticket pour la liberté n'est plus valable. Ça, c'est le souverainisme. Et le souverainisme a toujours tort. C'est même pire, si je peux me permettre, que ce que vous énoncez, parce que à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, mettre en avant la défense des droits de l'homme était une cause noble, réputée comme noble. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de répréhensible parce qu'on dit droit de l'hommisme. Et il y a des gens qui sont taxés, dont vous êtes, taxés de droit de l'hommisme. Et donc ça devient quelque chose de péjoratif dans l'air du temps, en France notamment. Mais c'est un air du temps qui ne vient pas de nulle part. Savez-vous qui est le premier à avoir employé l'expression droit de l'hommisme ? Non. C'est Jean-Marie Le Pen. Vérifiez, vous verrez. Je suis à peu près sûr de ce que j'avance. Le premier à avoir employé comme quelque chose de disqualifiant cette expression en droit de l'hommisme, c'est Jean-Marie Le Pen, dans le contexte que l'on sait. Et c'est vrai que moi, je suis de ceux qui maintient cet étendard-là aussi haut que je le peux, même si l'air du temps a tendance à l'interdire, ou à le réprouver en tout cas. Alors il y a les mots du Monde, MAUX, et il y a des décennies, Sartre et Aron se mobilisaient pour les boat people. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui qu'il manque de grandes figures pour soutenir des causes humanitaires ? Par exemple, sur les migrants, on n'entend pas grand monde.
Bon, vous êtes allé en Ukraine, mais ces grandes figures que je viens de les citer. Sur les migrants, oui. Non, mais je suis allé aussi à Lesbos, où j'ai, il y a 2 ans, où j'ai tenu à... Vous voulez dire que vous êtes le seul aujourd'hui non. D'abord, il y a... Mais qui on entend aujourd'hui? Des grands intellectuels italiens qui ont des positions justes et nobles sur la question, et puis des grandes ONG qui sont comme des sortes d'intellectuels collectifs, peut-être, au fond. Mais sur la question des migrants, c'est vrai que les valeurs de l'hospitalité ne sont pas défendues par tant de gens que ça. Voilà, ça, je vous le confirme. Et vous l'expliquez comment, d'ailleurs? Parce que... par exemple, je vais vous poser une question qui va vous énerver, mais vous avez convaincu Nicolas Sarkozy de libérer Benghazi, donc la capitale de la Libye. Et aujourd'hui, c'est le chaos, on le voit. On vous reproche encore cette épopée, on va dire. Et aujourd'hui, beaucoup de migrants viennent de Libye. Non. La plus grande partie des migrants... Non, je dis que beaucoup. Oui. Mais la plus grande partie vient de Syrie. Le plus important de ce pauvre contingent des migrants, ce sont des gens qui fuient la guerre de Syrie, c'est-à-dire la non-intervention de la communauté internationale en Syrie. C'est quand il y a non-intervention, quand on laisse les massacres se faire, quand on laisse le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se confondre avec le libre droit du bourreau à disposer de son peuple, c'est là qu'il y a les afflux de migrants. Après, qu'ils embarquent en Libye, c'est pas l'essentiel. C'est la véritable aspiration, elle est là. Sur la Libye, j'ajoute que j'étais pas seul, ce qui infirme votre théorie. C'est-à-dire qu'on était de nombreux intellectuels à l'époque. Oui. Il y avait... non, je ne dis pas que vous avez tort, mais est-ce que l'histoire, dans le fond, vous a donné raison? Parce que le pays, c'est un pays qui est en plein chaos, qui n'est pas pacifié. Mais l'histoire, elle donne jamais tort ou raison. C'est pas la question. À ce moment-là, si on ne voulait pas une deuxième Syrie, si on ne voulait pas un autre massacre, ou en tout cas en prendre le risque à grande échelle, si on ne voulait pas que coulent les rivières de sang qu'annonçait la dictature de l'époque, évidemment qu'il fallait faire valoir le droit international inscrit dans la charte des Nations Unies, à savoir la responsabilité de protéger. On n'a pas fait... Les gens font comme si il y avait eu à l'époque une sorte d'abus de pouvoir, de putsch mondial. Non, le droit international, parce que l'humanité progresse aussi un peu, comporte depuis une vingtaine d'années la responsabilité de protéger, c'est-à-dire ce que mon ami Bernard Kouchner, autrefois, avec quelques autres, appelait le devoir d'ingérence. Le devoir d'ingérence, c'est-à-dire quand l'humanité saigne, quand c'est insupportable, quand il n'y a pas d'autre manière d'arrêter un massacre, quand les moyens de la diplomatie ont tous été utilisés, il reste ça. Il reste de faire valoir la force des démocraties. Et je pense qu'on a raison de le faire. Après, que l'histoire ne tourne pas comme on veut, que la démocratie prenne du temps, que les démocraties n'en fassent pas assez, qu'elles se lavent les mains. On voit qu'au Mali, on a essayé de pacifier ce pays, de faire un accord politique. Non. Ça n'a pas marché. On a surtout essayé de faire barrage au djihadisme, à la vague terroriste. Ça a relativement marché. Après, tout ça est une espèce de guerre de position permanente à l'échelle mondiale. Et puis il y a des moments où, à tort ou à raison, et je suppose à raison, on se rend compte qu'en termes politiques, on a conquis quelque chose, on a arrêté, et puis le prix à payer devient trop important. Voilà, la politique, c'est l'art de composer entre les principes et puis probablement la réalité, ça oui. Alors là, on est passé d'une période où les États-Unis se retiraient, devenus souverainistes, avec Donald Trump notamment, et puis une situation de guerre en Europe où, après un temps d'hésitation, qui reste toujours un petit peu mystérieux d'ailleurs, parce qu'il y a eu une quinzaine de jours pas de blackout, mais où on ne savait pas trop quelle serait la décision de Joe Biden, les États-Unis finalement ont décidé d'intervenir aux côtés des Ukrainiens. Nous aussi. Vous revenez d'Ukraine, et vous avez été un des rares peut-être, ou en tout cas un de ceux qui ont les premiers évoqué l'hypothèse d'une possible victoire militaire ukrainienne.
comment regardez-vous la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours sur ce chemin-là ou est-ce qu'on est vraiment parti pour un enlisement de longue durée compte tenu du fait que les Russes reprennent leur tactique habituelle de tapis de bombes et ainsi de suite? D'abord, je n'ai pas cru seulement en l'hypothèse de la victoire, j'ai exprimé très tôt ma conviction que les Russes perdraient cette guerre. Aujourd'hui, j'affirme devant vous ma conviction que cette guerre ne sera plus une guerre de longue durée et que les experts se trompent à nouveau en disant que tout ça va s'enliser, etc. Troisièmement, vous avez raison, on sort par une espèce de phénomène en effet mystérieux et presque miraculeux, si vous me permettez ce langage. On sort d'une période de rétraction des démocraties sur elles-mêmes, pas seulement Trump. Trump, Biden, Obama. N'oubliez pas que cette fermeté en Ukraine succède à l'incroyable épisode de Kaboul. De Kaboul, bien cette sûr, espèce d'humiliation auto-infligée, que rien n'obligeait, cette validation de la stratégie de Trump par celui qui était son adversaire, c'était ça le cours de l'histoire récente. Et puis il s'est passé quelque chose. Et là, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, à propos des peuples, à propos des dissidents, ça vaut aussi pour les chefs d'État. Et ça peut valoir pour un vieux monsieur qui s'appelle Joe Biden, que l'on pensait perdu pour l'idéal, que l'on pensait perdu pour les retournements de l'âme. Et en effet, il s'est passé quelque chose au bout de 3 semaines de la guerre, probablement à la frontière polonaise, dans la visite qu'il a faite d'un camp de réfugiés. Quelque chose s'est produit en lui. Peut-être d'ailleurs impressionné aussi par le courage incroyable de son homologue ukrainien. Il y a eu plein de choses. Oui. Et là, il a eu accès à quelque chose, une espèce de grâce profane l'a frappé. Mais est-ce que c'est parce que ce sont les Russes? Parce que lorsqu'on a vu pour l'Afghanistan, ou même à Kaboul, eh bien les Américains se retiraient. Donc, c'est ce que je dis, oui, j'entends bien, mais le fait qu'ils s'intéressent à l'Ukraine et qu'ils les aident, est-ce que c'est uniquement dû à la grâce de Joe Biden ou aux intérêts aussi des Américains? C'est peut-être les intérêts, mais peut-être aussi les lois de l'humain, c'est-à-dire les hommes d'État sont aussi des individus. Ils peuvent se rendre compte, par exemple, qu'ils se sont trompés. Ils peuvent se rendre compte qu'une décision qu'ils croyaient raisonnable, quitter Kaboul, est une décision qui leur fait honte. Est une décision qui dévalorise la parole de leur pays. On peut imaginer que Biden a compris tout ça, a compris que cette fuite de Kaboul, cette évacuation de Kaboul était quelque chose de misérable, qui a donné au reste du monde une idée pitoyable. Et on peut imaginer qu'il ait souhaité donner à la parole américaine sa revanche. Et puis on peut aussi imaginer qu'il est accessible à l'émotion, à l'admiration. Encore une fois, allez savoir si la phrase de Volodymyr Zelensky ne l'a pas sidéré. Ah oui. Quand il propose à Zelensky, c'est le premier réflexe de Biden. Il lui propose gentiment une exfiltration. Zelensky lui répond, Monsieur le Président, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions. Cette phrase, elle nous a tous, enfin moi en tout cas, elle m'a bouleversé. Peut-être qu'elle a bouleversé Joe Biden aussi, et qui s'est dit, au fond, il faut essayer d'être digne de ce petit homme devenu un très grand président, devenu une sorte de Churchill ukrainien. Il s'est peut-être dit, il faut que je sois à la hauteur. Ça arrive, ça fait... J'ai rencontré dans ma vie des hommes que l'on croit animés que par le calcul géopolitique, que par la stratégie d'état-major. Ben non, en vérité. Il y a des émotions simples, il y a des passions élémentaires. Moi, je revois François Mitterrand, homme de marbre s'il en est, le jour où je lui apporte un message au tout début de la guerre de Bosnie du président bosniaque Alija Izetbegović. Et ça l'intéressait moyennement. Et il pensait, lui, il faisait partie des gens qui pensaient que la France était l'ami des Serbes, enfin tout ça. Puis d'un seul coup,
Je lui dis, Monsieur le Président, j'étais en face de ce musulman bosniaque et j'ai eu l'impression de voir Salvador Allende avec son casque de mineur de travers à la veille de l'assaut final, à la veille de sa mort. Et je crois que à cet instant-là, voilà, François Mitterrand, à l'époque, a compris quelque chose. Ça marche aussi comme ça, l'histoire. Pour revenir d'un mot sur Kaboul, celui qui avait tiré la leçon de Kaboul, c'est Vladimir Poutine. En considérant que la faiblesse américaine est allée au grand jour, autorisait qu'il fasse ce qu'il avait envie de faire avec l'Ukraine. Et c'est là qu'il s'est trompé, parce que peut-être Joe Biden a considéré qu'en effet, s'il poursuivait sur cette voie, c'en était fini d'un certain nombre de choses. Ça a ressuscité l'OTAN aussi, qui a d'ailleurs... Et l'Europe ? Que notre ami Emmanuel Macron, je dis notre ami, pardon, le président de la République, c'est pas mon ami, le président de la République avait enterré, puisqu'il avait dit c'est en gros encéphalogramme place, et évidemment l'OTAN reprend toute sa place aujourd'hui. Pour venir justement à la position française et à celle d'Emmanuel Macron, on lui a reproché... Quand je dis on, c'est surtout côté polonais, côté pays-baltes, côté Tchéquie aussi. On lui a reproché sa tiédeur dans le soutien à l'Ukraine et le maintien d'un fil permanent avec Vladimir Poutine, tout en sachant, Emmanuel Macron l'a constaté et le sait, que ça n'a pas produit grand-chose pour le moment. Donc vous-même, est-ce que vous êtes de ceux qui argumentez cette critique ou au contraire, vous considérez que la position française, finalement, était assez équilibrée? Je pense que c'est une critique injuste et je pense qu'Emmanuel Macron a dit, avec d'autres mots, depuis le premier jour, à peu près la même chose que Joe Biden. Voilà. Je vous fais observer que depuis le début de l'invasion russe, le président français a toujours dit la même chose. Je laisse un fil de négociation. Attendez. Pour le jour où les Ukrainiens et les Ukrainiens seuls décideront de négocier, penseront que le moment est venu. Il a toujours tenu ce langage-là. Pour le jour où les Ukrainiens le décideront. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Il n'y a pas à dicter aux Ukrainiens le moment où ils doivent négocier. Il n'y a pas à leur dicter ce qu'ils ont à négocier. Le pire, je parlais de la Bosnie tout à l'heure, serait de faire en Ukraine, entre Poutine et Zelensky, un nouveau Dayton, rappelez-vous, ce moment où les Bosniaques renversent la situation, sont sur le point de l'emporter, c'est-à-dire de débarrasser l'Europe du fascisme serbe, et où on leur demande de se retenir, et où on les amène, où on amène le président de Dayton, bosniaque à Dayton, et où on l'oblige à pactiser avec son bourreau. Le pire, la seule chose qui serait, le pire, serait qu'on fasse la même chose avec Zelensky, que d'une manière ou d'une autre, on le pousse au compromis avec celui qui, depuis 8 ans, de manière ouverte et probablement depuis bien plus longtemps encore, veut annihiler son peuple. Voilà, ne reconnaît pas le moindre droit à l'existence à l'Ukraine. Là, il n'y a pas de compromis avec cet homme-là. Donc ça veut dire que Zelensky ne voudra pas négocier tant que Poutine sera là ? Écoutez, c'est en tout cas ce qu'il dit. Oui, mais alors, vous parliez d'une guerre qui ne serait pas longue, là... Négocier. Imaginez une seconde, moi je reviens du terrain, je l'imagine assez facilement, que l'armée ukrainienne reprenne les territoires... La Crimée, vous dites aussi qu'elle peut reprendre la Crimée ? Reprenne les territoires qui lui ont été ravis de vive force, en tout cas depuis le 24 février. Mais jusqu'à la Crimée ou pas ? Je parle depuis le 24 février. Après, la Crimée lui a été ravie en 2014. Moi, je n'ai pas entendu le président Zelensky dire qu'il voulait la chute de Poutine. Je l'ai entendu dire qu'il voulait la défaite de Poutine. Et ça me paraît une demande raisonnable. Vouloir la défaite de l'armée russe. Quand il y a une armée d'agression qui pratique le viol comme arme de guerre, qui pratique des massacres à grande échelle. Je les ai vus, je les ai filmés à Izium, à Boutcha naturellement et ailleurs. Avec cette armée-là, et avec le commandement de cette armée-là, il n'y a pas de compromis. Hélas, on est engagé dans un mouvement, dans une spirale où il faut la vaincre. Et comment vous entrevoyez cette issue militaire ? Et après, le peuple russe se débrouillera avec le dirigeant qui les aura humiliés et couverts de honte. Ça, comment vous entrevoyez cette issue militaire ?
Bernard Lévy. Mais je la vois comme toutes les issues militaires. C'est à la fois horrible et parfois nécessaire. Quand vous avez une armée de brutes dirigée par des généraux qui sont des brutes, l'issue, c'est de la repousser, c'est de faire ce que j'ai vu avec mes camarades, ce que nous avons filmé à Liman, ce que nous avons filmé à Kherson, où nous étions il y a quelques jours encore. C'est-à-dire, voilà, imaginez l'issue, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est une armée russe qui se décompose, qui se débande, qui ne sait plus pourquoi elle combat, qui perd la tête, qui erre sur les rives du Dniepr ou d'ailleurs, en laissant ses armes derrière elle. L'issue, c'est des choses très simples. C'est l'armée russe qui se rend. Les Ukrainiens ont fait une chose qui est bien. Ils ont ouvert une hotline qui s'appelle « Je veux vivre », qui est disponible sur des chaînes, notamment la chaîne Telegram, où tout soldat russe a le pouvoir de se mettre en rapport et de négocier sa reddition, de donner sa position GPS, de donner l'état de son équipement et de dire qu'il veut se rendre. Une unité ukrainienne vient le chercher avec beaucoup de précautions, parce que ça peut être un piège. Oui. Nous avons filmé une opération de ce genre pour le film à venir. Et puis, voilà, et puis l'homme, les deux hommes, les quelques hommes ont la vie sauve, ont la garantie d'être traités selon les lois de la guerre, et ils quittent le champ de bataille. Et ça, il y en a énormément qui ont profité de la hotline « I want to live », je veux vivre. C'est ça l'issue militaire. Vous voyez, c'est pas les gens croient qu'il y a des trucs d'état-major, des machins, des généraux qui décident par-dessus la tête des peuples. Dans une affaire comme celle-là, c'est les humains qui décident. C'est les femmes et les hommes, en tout cas côté ukrainien, que j'ai vu se battre avec détermination, avec courage, avec sagesse, avec intelligence, en économisant leurs forces, en économisant les forces des civils. C'est eux qui ont la clé. Et un beau jour, il se passera dans d'autres endroits, et peut-être jusqu'à la frontière historique de l'Ukraine, ce qui s'est passé dans tous les lieux dont nous avons vu la libération. Vous évoquiez tout à l'heure le tournage de votre film à Kherson, et il faut peut-être évoquer le fait que vous étiez avec des journalistes occidentaux dans une voiture qui a été prise pour cible par des snipers russes. Donc il y a toujours à la fois des bombes qui tombent et puis une présence de la soldatesque russe, malgré tout, dans cette zone. Oui, c'est Douglas Murray qui a, je crois, raconté ça dans un article dans la presse, le journal américain New York Post. Dans le New York Post, voilà. Ouais. Oui, bien sûr, la situation est encore incertaine, et quand les Russes se replient, c'est encore, depuis leur position de repli, bombarder, pratiquer la politique de la terre brûlée à distance, et ils ont en effet des snipers, des drones, des obus, etc. Bien sûr, l'armée russe est en train de se décomposer, mais elle n'est pas démunie de moyens. Et là, à Kherson, c'est extrêmement simple. Les Ukrainiens les ont repoussés au-delà du Dniepr. De l'autre côté, sur l'autre rive. Sur l'autre rive, mais sur l'autre rive, les Russes ont reconstitué leur position. Vous les verrez dans notre film que nous réalisons avec Marc Roussel. On a filmé à distance les positions russes. On voit très bien, ils sont là, avec leurs équipements, etc. Alors, de là-bas, eux pratiquent en effet la politique du pilonnage systématique, et cette ville de Kherson qu'ils ont maintenue à peu près intacte tant qu'ils pensaient pouvoir la dominer, ils sont peut-être prêts à la détruire maintenant qu'elle leur échappe, ça c'est possible. Et puis vous avez en face les Ukrainiens qui seront peut-être en état, on va voir, dans les jours ou les semaines qui viennent, de passer le Dniepr et de débarquer de l'autre côté. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui se préparent à une sorte de nouveau D-Day, un débarquement. Le Dniepr, à cet endroit, il fait entre 2 et 4 kilomètres. On le dit infranchissable. Il ne l'est peut-être pas. Il est large, en tout cas. Oui, il est impressionnant. Large. Il est large, mais l'ingéniosité des Ukrainiens, leur ingéniosité, leur génie au sens militaire, est telle qu'il n'est pas certain qu'il y ait Dniepr trop large
pour pouvoir être franchis, même quand les Russes détruisent derrière eux le pont. Le seul pont. Il y a un pont, le pont Antonovski, que les Russes ont emprunté pour aller de l'autre côté et qu'ils ont détruit après le passage. Bon, on va voir. Il y aura peut-être des ponts flottants. Sur Kherson, l'envoyé spécial du Figaro notait quand même qu'avant d'évacuer Kherson, les soldats russes ont largement pillé tout ce qui avait de la valeur dans la ville. Mais bon, ça c'est, j'allais dire, un schéma classique. Fait ça partout. Ils ont fait ça depuis Boutcha et Irpin. Vous évoquiez les chefs militaires aussi. Il y a un chef militaire qui s'est distingué récemment, c'est le chef d'état-major américain, qui a argumenté en faveur d'une négociation maintenant, enfin dans la période qui s'ouvre, avec un argument simple en disant les Ukrainiens ont repris le dessus. Et c'est lorsqu'on reprend le dessus, qu'on est donc en position de force, qu'on peut aller à la table des négociations, parce qu'on sera précisément en position de force. Alors, je ne sais pas si Biden sera sensible à la thèse de son chef d'état-major, mais comment regardons, peut-être Emmanuel Macron y est-il davantage sensible que d'autres, je ne sais pas, mais comment regardez cela Comment vous-même regardez-vous cet épisode? C'est la stratégie d'état-major telle que Marcel Proust l'a décrit chez Monsieur de Norpois dans La recherche du temps perdu. D'accord. Après, il faut savoir qu'est-ce que pensent les habitants de Louhansk, qu'est-ce que pensent les habitants de Donetsk, qu'est-ce que pensent les habitants de la péninsule de Kinbourne. Est-ce qu'ils ont envie de rester sous la botte russe ou pas? Contrairement à la propagande russe, ils n'avaient déjà pas envie avant l'invasion. Oui. Les vrais chiffres, les vrais chiffres étaient minoritaires pour l'idée d'un rattachement aux bandes de mafieux séparatistes. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont certainement encore plus minoritaires. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on pense à Louhansk. Est-ce que vous constatez en ce moment ces règlements de compte sur ceux qu'on considère comme à toute fin de guerre, ou en tout cas à l'approche de la fin, les fameux collaborateurs Il y en a peut-être. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Et j'ai assisté à une scène que nous avons filmée. Un suspect de collaboration qui a été contrôlé au sens d'un contrôle d'identité. Les militaires lui ont demandé ses papiers, ont regardé, lui ont posé des questions et l'ont laissé passer. Je n'ai pas vu, en tout cas, de règlement de compte, de choses comme on a pu en connaître, y compris en France au moment de la libération. Je n'en ai pas vu. Des confrères, vos confrères les ont vus, donc évidemment, donc ça existe. Moi, en tout cas, je n'en ai pas vu. Avec le froid qui est là et le manque d'électricité, est-ce que ça ne va pas entamer, d'après vous, la détermination des Ukrainiens? Alors, je ne parle pas de l'armée, bien sûr, mais des hommes et des femmes qui luttent aussi. Et des Européens et des Français, parce que en tout cas, ça, c'est deux questions différentes. Oui. Les Ukrainiens, en tout cas, j'ai vu les derniers chiffres, je crois que c'est sur le site d'Esk Russie, là, aujourd'hui. À l'instant où nous parlons, 86% des Ukrainiens ne sont pas découragés. Voilà, le froid, l'obscurité ne les pousse pas à plier. Voilà. Après, les Français, les Américains, je ne sais pas, je connais moins bien, je ne connais pas les sondages récents. J'ai l'impression, comme vous, qu'il y a peut-être un début de lassitude, mais j'ai l'impression quand même que l'opinion, pour l'essentiel, elle a compris ce qui se joue là, au-delà même de l'Ukraine, pour nous. Alors en effet, peut-être des coupures de portables l'hiver prochain. Là, au cœur de l'hiver, c'est possible. Mais face à ça, la chance de débarrasser la frontière de l'Europe d'une menace existentielle, parce que ce qu'on a découvert aujourd'hui avec le chantage atomique, le chantage nucléaire, avec le chantage au grain, avec le chantage à l'énergie, avec les Nord Stream 1, Nord Stream 2, ce qu'on a découvert quand même, c'est qu'on vivait sans le savoir depuis 20 ans en état de chantage permanent. Voilà. Donc ça, il me semble que les opinions sont plutôt sur l'idée qu'on est en train de maîtriser le maître chanteur, voilà, et que ça peut coûter peut-être quelques minutes de coupure d'électricité au fait de l'idée d'une souveraineté européenne, en effet, qui est chaque jour davantage un peu plus nécessaire, d'une défense européenne à terme, ainsi de suite, parce que voilà, mais d'ailleurs, en effet, vous avez raison, il n'y a pas d'effet vertueux de l'horreur, et cette guerre, c'est l'horreur, mais enfin. Il y a ça qui se passe quand même. Il y a que cette idée
européenne dont on pensait qu'elle était, certains pensaient qu'elle était au bord de la mort cérébrale, elle aussi, comme l'OTAN. Oui, absolument. Aujourd'hui, elle revit. Elle revit, et elle revit en particulier parce qu'on voit là, il me semble, des femmes et des hommes qui y croient, qui lui donnent la fameuse phrase d'un grand poète français, « donner un sens plus pur aux mots de la tribu ». Les Ukrainiens sont en train de donner un sens plus pur aux mots de la tribu européenne. Ils sont aujourd'hui, et ça, vraiment, c'est une chose qui me frappe. Je vois dans tous ces voyages des patriotes ukrainiens qui sont aussi des patriotes européens. Des patriotes européens. Beaucoup plus que bien de mes compatriotes et de nos compatriotes. S'agissant de vos compatriotes, si je peux poser une dernière question. Oui, parce qu'après, je voudrais parler des États-Unis. Juste une dernière question sur la scène intérieure. Vous êtes très vigilant sur tout ce qui est thèse de l'extrême droite, ainsi de suite. Et vous avez fait un livre avec un auteur à succès qui s'appelle Michel Houellebecq, lequel vient de prendre position très clairement. C'est une évolution chez lui qui est ancienne, et qui se range du côté de ceux qui croient au grand remplacement. Donc c'est le discours zémourien de base qui est endossé par Michel Houellebecq aujourd'hui. Alors, et je me souviens de la guerre de Bosnie et de la guerre à l'époque dans les Balkans, où vous aviez rompu de façon assez solennelle avec Régis Debray, qui était lui toujours resté plus ou moins côté serbe. Adieu Régis, c'était à la une du journal Le Monde. Est-ce que vous diriez aujourd'hui adieu Michel Houellebecq, ou est-ce que vous avez toujours une forme d'indulgence pour lui qui, encore une fois, aujourd'hui, le grand remplacement, ça lui va? D'abord, Michel Houellebecq, c'est pas un auteur à succès, c'est un grand écrivain. Très grand écrivain. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Différence avec Régis Debray. Bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, honnêtement, et je vous promets que ce n'est pas une dérobade, je n'ai pas vu la déclaration dont vous me parlez. C'est dans un journal avec... Je vais regarder. Je vais regarder. Moi, en tout cas... C'était très explicite, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Moi, cette théorie du grand remplacement, personnellement, me révulse, me semble indigne de la pensée et du caractère de ceux que je tiens pour mes amis. Donc je vais regarder. Mais je n'ai pas vu ça. Alors, Emmanuel Macron est en visite d'État à Washington. Le président français se dit un allié non aligné. Quand on est aligné, c'est que l'on s'extrait des alliances. Est-ce que c'est pas paradoxal ? Si on est non aligné, on... Moi, j'ai entendu le président on ne fait pas d'alliance. Parler de fraternité d'armes. Oui, ça, c'était le discours. De la fraternité. Mais avant qu'il y ait, il a dit ça. Je suis un allié non aligné. Bon. Je pense que c'est le point ultime. Honnêtement, je ne vois pas une feuille de papier à cigarette, comme on dit au Café du Commerce, sur les grands sujets de civilisation qui m'importent et où se joue l'avenir entre les deux présidents. Vraiment. Oui. Il y a peut-être des désaccords sur les questions commerciales. Alors justement, ça, c'est possible. Mais sur la guerre d'Ukraine, sur la parole occidentale, sur sa valeur retrouvée, sur la nécessité de s'opposer aux anciens empires renaissants, ottomans, chinois, russes, perses. Je crois que l'alliance est parfaite. Oui. Mais une alliance, ça ne veut pas dire non plus... Une alliance, ça veut bien dire, ça veut dire. C'est-à-dire qu'on reste... chacun conserve ses intérêts et son identité, et on décide de les conjoindre, de les faire un Quand on se dit non-aligné, le non-alignement, historiquement, ça a un sens. C'est très précisément le refus des alliances et notamment le refus de l'OTAN. Donc c'est un peu contradictoire. C'est peut-être le point ultime et non maîtrisé du en même temps à la façon Emmanuel Macron. Oui, je n'ai pas entendu dans les propos du président Macron un écho de la conférence de Bandung du début des années, la fin des années 50. 1955. Non, je crois qu'il faut vraiment donner... Nous avons un président qui, je crois, emploie les mots à bon escient. Voilà. Et il sait ce qu'il dit. Alors justement, je vous propose de l'écouter parce que il est un peu le missi dominici des Européens qui s'inquiètent de cette loi anti-inflation. C'est 369 milliards d'euros, de dollars, pardon, et ce qui contrarie énormément les Européens. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Il avait à peine mis le pied aux États-Unis qu'il s'est exprimé devant la communauté française. On l'écoute. Ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous,
parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques, et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis, mais surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Voilà, fragmenter l'Occident, donc c'est des mots forts aussi. Ils sont peut-être d'accord sur l'Ukraine ou sur d'autres dossiers, mais en tout cas, économiquement, ça coince un peu. J'ai envie de dire, de toute éternité, les Américains se sont préoccupés de leurs propres intérêts. On a bien entendu la même chose. Le président Macron redoute une fragmentation de l'Occident. C'est ça qu'il vient de dire. Donc il croit à l'unité de l'Occident. Il croit que l'Occident, sur les grands sujets communs, doit parler d'une seule voix. C'est ça que nous venons d'entendre. Après, qu'il y ait des intérêts différents dès lors que la politique tourne à la défense des intérêts, il y a la défense des valeurs, il y a la défense des intérêts, il y a le point où les deux se marchent du même pas. Mais ça, c'est inévitable. Bien sûr que l'Europe et les États-Unis n'ont pas toujours les mêmes intérêts et que l'Alliance doit aider à parvenir à un point d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Et le fait d'être des alliés fait qu'en général, on trouve le point d'équilibre, on trouve le point de compromis. Là, oui, là, il faut des compromis. Jean-Marie ? Non, mais on vit dans le moment présent cette situation-là, mais en même temps, nous sommes un peu à la merci de ce qui se passe aux États-Unis. On était sous Trump avec un virage complet et une russophobie, plutôt une russophilie de la part de Donald Trump, une complaisance de Donald Trump vis-à-vis des Russes et un discours anti-OTAN. Et puis on est très dépendant de ce que votent les Américains. Donc la prochaine fois, ça peut être quelqu'un de style à la doctrine Biden et ainsi de suite. Donc il y a peut-être urgence pour nous à mieux nous organiser. Qu'on soit dépendant, c'est le principe de la géopolitique. La géopolitique, ça veut dire, depuis la nuit des temps, depuis les Grecs, que l'histoire du monde, que la politique du monde est comme la politique d'une cité. Qu'on vit dans le même village. C'est la théorie des Grecs, et puis après plus tard des stoïciens, sur la politique mondiale. C'est normal, ça, qu'on soit dépendants les uns des autres. Et les Américains sont dépendants aussi. Si demain, l'Europe occidentale tombait tout entière sous la coupe de gens ressemblant à Orban, à Meloni, des gens comme ça. Voilà. Donc, après, il est de notre intérêt et de l'intérêt de l'Occident que, par exemple, il y a une défense européenne, que l'Europe se prenne en main, qu'elle n'aille pas en ordre dispersé dans la bataille de l'énergie, que l'on puisse, la prochaine fois, faire entendre raison aux Allemands lorsqu'ils décideront de construire un deuxième gazoduc exactement jumeau du précédent, mais qu'au lieu de les mettre pour moitié sous la dépendance de Poutine, les mettait à 100%. Voilà, bien sûr qu'il faut faire ça. Il faut que l'Europe se bâtisse, il faut qu'elle devienne un objet, un être politique, qu'elle ait une tête politique, qu'elle ait un visage, que l'Occident parle à plusieurs voix. La voix des États-Unis d'Amérique, un jour la voix des États-Unis d'Europe, ça ce serait bien. Mais moi, je ne vois pas ça du tout comme une rivalité entre un Occident Janus dont les deux têtes ne se regarderaient pas. Je le vois au contraire comme un renforcement. Et aujourd'hui, vous avez quel regard sur la politique française quand vous voyez à l'Assemblée nationale, bien sûr, ce manque de majorité pour le gouvernement? Est-ce que dans le fond, c'est une bonne chose parce que ça aiguillonne, ça pousse la majorité à revoir ses textes? Est-ce que c'est mieux qu'une majorité avec des députés godillots qui votent sur le petit doigt sur la couture du pantalon, ou au contraire, vous considérez que c'est... Entre les godillots et une majorité relative qui se renégocie à chaque coup, il y a une voix moyenne qui a une vraie majorité. Moi, j'aurais préféré, à l'époque, au moment des élections, que le peuple français réitère son choix et donne au président Macron les moyens de sa politique. Il ne les a pas tout à fait. Renégocier à chaque fois. Et non, je préférerais pas, naturellement. Quand je vois le débat politique parfois
confisquée par le Rassemblement national ou par la France insoumise, c'est la démocratie. Voilà. Mais je le déplore. Voilà. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et puis, on verra peut-être votre film dans... Vous le verrez, on verra, quelques mois. Voilà. Il ne reste plus qu'à écouter Macron et Biden. Voilà, absolument. Une conférence de presse dans quelques instants, d'ailleurs, après une réunion bilatérale donc, entre les deux hommes. Merci à vous, merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite.